truc. Et ici, on refait le partage. Et on va y arriver. Et on va y arriver. Partage du contenu, il est là. Hop. Hop, ça y est. Là. Ouais. C'est bon. Ok. J'étais Je dessus. sais pas ce qui a été dit ou pas. Bon, bref. Non, mais c'est Bon, ça. ok. Je suis ton ami pour l'organisation. C'est Super bon. montage vidéo. Ok. Ouais, t'inquiète pas. Alors, hop, je remets ça par contre. En mode diapo, tuk. Hop. Ah, c'est revenu au début. On n'est pas aidé là. Hein, par la technique. Hein. Donc, je vais donc, dans un premier temps, porter en fait mon regard du côté du salariat, du côté des travailleurs, travailleuses salariées, pour mettre en évidence en fait ce mouvement de rapprochement du travail indépendant et du travail salarié, mais côté salarié. Et pour ça, je vais en fait donc partir des modes de rémunération. Parce qu'en fait, les évolutions des rémunérations, elles participent autant qu'elles dévoilent ce mouvement de rapprochement entre indépendance et salariat. En fait, c'est une entrée assez privilégiée pour saisir ce mouvement. Donc, ce qu'on observe, c'est que dans les années 1980, on observait plutôt une tendance à l'individualisation des salaires. Et à partir des années 2000, ce qu'on observe, c'est un mouvement de complexification et de diversification des pratiques de rémunération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les fiches de paye, en fait, on a des éléments fixes, des éléments variables, on a des éléments individuels, des éléments collectifs. Et puis avec des temporalités différentes en fait. On est payé certaines primes interviennent tous les mois, d'autres c'est sur le trimestre, d'autres c'est sur l'année, d'autres c'est pluriannuel, etc. Et les managers, ils vont user de cette part variable comme un outil de mobilisation des salariés en les enjoignant à faire leur salaire, ce qui est le propos notamment à faire leur salaire. C'était le propos la formule de mes enquêtés. Donc là, je m'appuie sur les résultats d'une enquête qui a enquête individuelle ou collective dans différents secteurs qui a permis de faire émerger 3 figures salariales. D'abord, on a le salarié associé. En fait, donc c'est une enquête qui va porter sur le partage des bénéfices, intéressement, participation, actionnariat salarié. Et l'enquête, elle portait sur une ancienne de la grande distribution. Ça a permis de faire émerger cette figure. Ensuite, on a une autre enquête qui a porté sur les primes sur objectif dans une entreprise bancaire, qui a permis de faire émerger cette figure du salarié méritant. Et puis ensuite, une enquête qui a porté sur les commissions pourcentage des ventes pour les commerciales et commerciaux, qui a fait émerger cette figure du salarié quasi indépendant. Alors, il y a de fait des particularités à chacune de ces figures, des conséquences spécifiques, mais là, je vais plutôt aller me pencher du côté, dans le temps qui m'est imparti, je vais plutôt me pencher sur les éléments communs à ces différentes figures. C'est que dans les 3 cas, il s'agit de responsabiliser les salariés pour obtenir leur implication, donc en leur donnant le sentiment qu'ils ne s'inscrivent pas dans un lien de subordination, qu'ils travaillent pour eux ou pour la clientèle, quand il y en a une. Donc, ce déploiement de la part variable, elle participe d'une forme d'intériorisation du contrôle qui se révèle en fait très efficace. Je vais aller très vite sur les extraits d'entretien, mais là, par exemple, vous avez, donc là, c'est dans l'enquête sur la grande distribution, une employée de rayon qui donc est actionnaire salarié de son entreprise et qui explique à quel point elle est responsabilisée. Comme elle le dit, moi ma priorité, c'est le rayon, c'est le magasin, c'est le résultat du magasin. On est tous actionnaires, donc je ne peux pas rester à me dire, je ne m'occupe que de la confection. Par exemple, ce matin, mon chef de rayon est allé avec d'autres personnes sur le rayon chaussures parce qu'il n'y avait personne hier soir, c'était la déroute. On est tous là pour la même chose. Donc, on va dépasser en fait le cadre de son poste en fait, parce qu'on se vit comme un actionnaire, comme un associé, pour justement aller au-delà de la tâche. Ensuite, les primes variables, elles permettraient d'établir des inégalités justes. Des inégalités justes entre les salariés à la hauteur de leur mérite et de leur travail.
Et de fait, on a une très forte adhésion de l'ensemble des salariés aux primes variables. François Dubé, notamment, avait mené une enquête par questionnaire et avait mis en évidence que quasi 73% des personnes interrogées jugeaient que le salaire fondé sur la performance dans le travail est indéniablement plus juste que le salaire fondé sur l'ancienneté. C'est ce qu'on peut voir aussi, une adhésion aussi que moi je retrouve sur le terrain du côté, par exemple, du secteur bancaire, en particulier du côté des jeunes diplômés, comme là par exemple c'est le cas de Bastien, qui explique qu'il lui en fait serait favorable à un salaire totalement individualisé en fonction des performances. Et lui, ce qu'il explique, c'est que sa frustration, c'est pour celui qui a bossé, c'est pas du tout équitable, le salaire à l'ancienneté. Ça peut être frustrant si quelqu'un touche autant alors qu'il ne fait rien. Donc lui, il désigne plutôt les personnes. En fait, il ne s'agit pas d'être reconnu, il s'agit surtout de ne pas bénéficier du même niveau de rémunération que d'autres qui ne le mériteraient pas. Ensuite, faire son salaire confère aussi à certains un sentiment de liberté, de mise à distance de la hiérarchie et de la subordination qui est associée. Ça, je le vois en particulier avec les commerciaux qui sont payés à la commission, avec cet exemple emblématique de René, qui gagnait à l'époque extrêmement bien sa vie en tant que commercial. Il était entièrement payé à la commission. Après, évidemment, je vais revenir sur les ressources dont il faut disposer pour pouvoir tenir son propos. Mais René, par exemple, il explique « Je ne veux rien devoir à personne, il me filerait mon salaire actuel fixe, je ne le veux pas, je veux le gagner, c'est la liberté de ne rien devoir à personne. » Donc lui, il troque en fait l'incertitude de la rémunération contre en fait son autonomie, voire il parle de liberté. Et il dit, si je ne fais pas le chiffre, d'abord je me mets une pression supplémentaire parce qu'on me donne quelque chose que je n'ai pas gagné. Et surtout, il est tellement machiavélique, son patron, qu'il va s'en servir à un moment donné pour t'affaiblir. Je ne veux rien devoir. Alors, néanmoins, ce qu'on observe, c'est que, en dépit de cette adhésion, eh bien, il y a une forme d'adhésion de principe, mais en fait, très souvent, les salariés finissent par déchanter dans la mise en œuvre en fait de cette part variable des rémunérations. Notamment parce que ces stratégies patronales, elles opèrent un report des risques et des contraintes sur les salariés qui sont dorénavant chargés de faire leur salaire. En fait, on assiste finalement à une remontée de l'incertitude au cœur du salariat stable. Avec le déploiement de rémunérations variables qui peuvent représenter une part plus ou moins conséquente en fait de la rémunération globale, eh bien, ils ne savent jamais trop ce qu'ils vont gagner tous les mois. Et donc, s'ils sont responsabilisés sur leur salaire, c'est à eux de ce fait d'assumer les risques du marché et de déployer des stratégies pour y faire face et stabiliser leurs conditions. Le truc, c'est qu'en réalité, on a beau leur dire qu'ils sont responsables de leur salaire, eh bien, ce que met en évidence l'enquête, c'est la faible propension des salariés à agir sur leur niveau de rémunération au regard du rôle décisif en fait de la conjoncture économique. Donc, et ça, on le voit sur les 3 terrains. C'est qu'à chaque fois, par exemple, la crise économique, pendant l'enquête, donc on a connu une crise économique et toutes les primes ont alors chuté. Et donc, ils n'étaient pas responsables en tant que tels, ne pouvaient pas agir dessus. Et ça a été d'ailleurs des moments un peu de prise de conscience des limites, en fait, de ces rémunérations variables et de leurs limites dans leur possibilité d'action dessus. Et puis, tout le monde donc ne dispose pas des ressources pour en tirer parti de ces rémunérations variables. C'est qu'à partir du moment où on a une individualisation des rémunérations, eh bien, tous les modes de régulation collective qui peuvent encadrer les pratiques, qui peuvent limiter les effets pervers de ces dispositifs se révèlent en fait inopérants. Et en fait, quand on accorde une place importante aux négociations individuelles, eh bien, ça tend à rendre les critères d'évaluation de plus en plus opaques. Et on voit en fait des populations en particulier qui en pâtissent particulièrement, les femmes. En fait, notamment ce qu'on voit, c'est que les femmes se trouvent particulièrement pénalisées par ces rémunérations variables. Alors, quand il s'agit de négocier individuellement, notamment quand c'est le manager en fait qui va décider à qui attribuer les primes, comment les répartir.
Alors, il va mettre en avant toute une série de critères dits objectifs, mais en réalité, comme me l'explique des cadres que j'avais pu rencontrer, il explique que le moment de distribution des primes, c'est le mois du oui. Parce qu'en fait, c'est le moment où justement on va dire oui à tout pour bien se faire voir du manager. Et en l'occurrence, les femmes, ce que montrent les enquêtes et d'autres enquêtes par ailleurs, c'est que les femmes sont moins enclines que leurs collègues masculins à aller négocier leur rémunération. Et par ailleurs, elles se trouvent aussi pénalisées suite à leur congé maternité. Classiquement, au retour de congé maternité, elles doivent refaire dans cet établissement, l'état des lieux que j'ai pu faire, c'est que déjà dans un premier temps, c'est un territoire qui est très touché par les violences intrafamiliales. Il y a quelqu'un qui parle en même temps, et sauf que comme on a, alors j'arrête une seconde, et il faut qu'on coupe le son de tout le monde. Okay. Il y a quelqu'un qui n'avait pas son son coupé. Et je te le bon repartage. On va repartir du Par début. contre, on va repartir du début. Non, mais t'inquiète pas, je te le passe tout de suite. Allez, partage. Désolée, c'est compliqué. Ah, Incroyable. incroyable, c'est bon. Non, parce qu'il ne met pas en diapo. Ah bah voilà. Ah ouais. Allez, diapo. Ah, là. Ça marche. Et là. Et là. Et là. Ça va bientôt marcher. C'est presque. Et là, il se passe rien. Ah, si, ça y est. Ah, mais Ah. alors, Donc voilà. Voilà. donc, ouais, effectivement, vrai. les femmes qui Les doivent femmes. repartir de zéro en termes de primes après avoir eu des enfants. Quelle Oui. drôle d'idée aussi. Oui, bah oui, c'est ça. C'est une Il très faut pas mauvaise penser à idée. leur patron. Eh Bon, ben non, bref, c'est pas c'est grave. ça. Allez, on t'écoute. Voilà. Donc, et par ailleurs, donc, elles sont aussi pénalisées, les femmes, par l'inégale répartition des tâches domestiques et parentales, puisque un des critères qui reste primordial toujours, c'est la disponibilité. Donc, de fait, elles sont toujours jugées comme indisponibles. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en réduisant le salariat à sa dimension marchande, le déploiement de ces primes, en fait, participe en fait à brouiller la frontière entre travail salarié et travail indépendant. Et en fait, quand les salariés sont enjoints à faire leur salaire, quand ils supportent individuellement les risques du marché, eh bien, en fait, la distance qui les sépare de ce qu'on appelle les nouveaux travailleurs indépendants est en fait de plus en plus ténue. Donc, j'en viens à la deuxième partie. Deuxième enquête, Qui porte là sur les chauffeurs Uber. Donc, j'étais du côté des salariés. Là, je pars du côté de travailleurs indépendants, en tout cas théoriquement. En penchant donc sur le cas des chauffeurs Uber, donc une enquête qui a été menée donc à Paris, Londres et Montréal, essentiellement par entretien, une centaine, et donc qui sont l'emblème d'une figure de travailleurs hybrides. Alors, c'est quoi les travailleurs hybrides? C'est en fait, ça correspond au fait que leur activité, elle est encadrée par la plateforme, mais sans bénéficier des droits et des protections associés au statut salarié. Et de l'autre côté, ils assument les risques de l'activité, comme les travailleurs indépendants, mais en fait, sans bénéficier réellement de l'autonomie associée. Donc en gros, ils ont tous les avantages, tous les inconvénients, sans les avantages des deux statuts d'emploi. Et je vais expliquer en quoi. C'est pour ça que ça fait l'objet de beaucoup de controverses. Vous avez dû entendre parler de tous ces demandes de requalification, en particulier des exactement. En même temps, ces chauffeurs, donc quand ils rentrent dans le métier pour être leur propre patron, c'est une promesse qui est particulièrement attractive pour des hommes racisés, parce qu'en fait la quasi-majorité, presque tous les chauffeurs en fait sont en fait des hommes racisés. Alors, en fonction des pays, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction des pays, évidemment, c'est pas les mêmes, ils viennent pas forcément des mêmes pays, soit immigrés, soit enfants d'immigrés. Et en fait, ils rentrent dans le métier pour bénéficier de l'indépendance et pour accéder à des revenus élevés, des rémunérations élevées. Parce qu'en fait, la stratégie d'Uber, à chaque fois qu'Uber s'implante dans un pays, c'est d'attirer le maximum de chauffeurs pour pouvoir occuper une place centrale, pour pouvoir être sur le marché, voilà, pour faire face à la concurrence, et que les clients n'attendent pas. Si vous attendez 3 plombes pour avoir votre chauffeur, vous allez passer ailleurs. Donc, il faut énormément de chauffeurs disponibles. Donc, pour les attirer, au début, on balance des primes, et des primes vraiment conséquentes. Donc, ça attire particulièrement donc ces hommes racisés qui, eux, font l'expérience de ce qu'on appelle l'assignation racialisante. Ça veut dire que ils ont dans leur
expériences professionnelles passées, fait l'expérience d'emploi précaire non qualifié. Ils ont aussi parfois fait l'expérience du déclassement, donc des personnes diplômées mais qui n'accèdent pas aux emplois correspondant à leur niveau d'études. Donc, ils voient là une opportunité d'améliorer leurs conditions et d'échapper à ce que Sayad appelle un travail pour immigrer. Et en même temps, ces populations, justement, en cela, elles constituent une réserve de main-d'œuvre essentielle en fait pour la plateforme, pour son déploiement. C'est vraiment une armée de réserve de travailleurs qui lui est indispensable pour son modèle économique. Donc, ce qu'on va voir, c'est que ces chauffeurs sont en fait dépendants de la plateforme parce qu'en fait, ils tirent l'essentiel de leur revenu d'Uber, même s'il y a plusieurs plateformes. En fait, Uber tient le marché. En tout cas, là, dans les trois villes que j'ai pu étudier, c'était le cas. Donc, ils sont contraints de travailler par la plateforme. Donc, déjà, ils en sont dépendants. Et ils se voient soumis à ce qu'on appelle le management algorithmique. Le management algorithmique, on le définit comme la surveillance, la gouvernance et les pratiques de contrôle menées par des algorithmes sur de nombreux travailleurs à distance. Et ça se traduit par, on va le voir plus concrètement, la cohabitation d'une logique disciplinaire, c'est-à-dire que ça passe par la sanction, pour gouverner en fait les conduites, et puis une logique gouvernementale où on va orienter les conduites, soit sanction, soit orientation gouvernement. Concrètement, ça se matérialise comme ça. Du point de vue d'abord du temps de travail. Ce qui est mis en avant par Uber, c'est le fait de choisissez votre emploi du temps, ne prenez la route que lorsque cela vous arrange, c'est vous qui décidez. Donc, on met en avant une très forte autonomie temporelle. En réalité, je disais tout à l'heure que quand Uber s'implante, donc au début, il y a beaucoup de primes et donc les rémunérations sont plutôt élevées. Une fois qu'Uber tient le marché, en fait, donc les primes sont supprimées, les tarifs sont diminués, 20%, et puis la commission, par contre, prise par Uber, est augmentée, elle est passée de 15 à 20 à 25%. Donc, de fait, ils connaissent une chute des rémunérations. Face à cette chute des rémunérations, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, de fait, allonger leur temps de travail pour maintenir ce niveau de rémunération. Et donc, vous voyez bien que c'est là où on a une logique gouvernementale, alors très contrainte, hein, mais Uber ne leur dit pas vous devez travailler tant d'heures, de telle heure à telle heure. Mais ils y sont en fait d'une certaine manière contraints, mais Uber dira toujours c'est leur choix. Donc, ils vont en fait donc augmenter leur durée de travail et puis travailler selon des horaires atypiques. Parce que là, comme vous le voyez, il y a des périodes de majoration. Donc ça, c'est la carte de Paris et autour et d'Île-de-France où on voit en fonction des périodes, des moments et des zones, en fait, les tarifs sont majorés pour attirer les chauffeurs dans les zones où on manque de chauffeurs. Et en fait, ces majorations, elles interviennent plutôt le matin très tôt, le soir, la nuit, le week-end. Et donc, ils vont plutôt privilégier ces périodes parce qu'ils savent qu'ils gagnent plus à ce moment-là. Donc, alors face à ça, ils ne restent néanmoins pas totalement passifs, ils vont essayer d'optimiser leur temps de travail pour éviter de perdre leur temps, justement, et aussi d'en gagner un minima pour leur vie personnelle, même si c'est très limité. D'abord, donc, ils vont sélectionner les courses rentables. Alors, la définition d'une course rentable, en fait, il y en a plein. Je vous donne juste un exemple, c'est la course à 6 €, c'est la course au tarif minimum. Donc là, c'est des échanges qu'ils ont sur les réseaux sociaux où ils expliquent en fait à quel point cette course n'est pas du tout rentable. Entre le temps de déplacement, donc qui n'est pas rémunéré, l'essence, l'attente, etc. En fait, ça leur rapporte rien. Ils expliquent les calculs qu'ils font, c'est que ça arrive, ils sont payés dans ces cas 3 € de l'heure. Donc, ils vont essayer de sélectionner les courses, de refuser ce type de course notamment, mais avec un problème, c'est qu'ils doivent respecter un taux d'acceptation des courses et un taux d'annulation qui correspond à un certain pourcentage. Sinon, leur compte est suspendu, voire désactivé. Donc, sélectionner les courses, en fait, c'est assez restreint en réalité. Et en fait, la source principale de pouvoir d'Uber, c'est que ces taux, en fait, sont assez variables. Là, je vous ai mis des taux, mais c'était à l'instant T. Et en fait, les chauffeurs n'en ont quasiment jamais aucune idée parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. Donc, et c'est cette incertitude qui
en fait, pousse les chauffeurs à accepter dans la majorité des cas toutes les courses pour éviter la suspension de leur compte, sachant qu'ils sont totalement dépendants de la plateforme pour vivre. Bon, ça je passe, mais ça c'est le type de rappel à l'ordre qu'ils reçoivent de la plateforme. Alors, on voit bien tout ce qui est intéressant, c'est le langage qui est adopté. C'est d'accepter ou non les commandes, mais voilà. on n'est pas très content. Nous vous recommandons d'annuler, nous vous invitons à passer hors ligne, voilà, parce que risque de requalification derrière quand même. Donc, aussi, ce qu'ils vont faire, les chauffeurs, c'est au fil de l'expérience, du temps, eh bien, ils savent où se placer au bon endroit, au bon moment pour bénéficier des majorations. Le problème, c'est que quand ils font ça, bah, finalement, il n'y a plus besoin de mettre de majoration. Donc, les majorations tendent à diminuer progressivement. Donc, finalement, ils en viennent à faire ce que la plateforme attend d'eux, au moment même où ils ont le sentiment de se réapproprier leur travail. Système un peu pervers. Alors, je suis désolé, Sophie, malgré tous nos problèmes techniques et tout, tu vas quand même partir à 13h45, je crois. Alors, je trace. Tant mieux, qu'est-ce que je te dise. Je trace. Autre volet, c'est l'encadrement, donc encadrement du temps, encadrement du travail par le client. Donc, du côté, donc une des spécificités des plateformes numériques, c'est qu'on a une invisibilisation de la figure managériale. C'est l'algorithme, mais c'est la clientèle. Donc, la clientèle assume un rôle, en fait, de contrôle, d'évaluation des chauffeurs. Et donc, pareil, en fait, c'est là surtout qu'ils prennent le risque, qu'il y a un risque très important de désactivation du compte. Si un client, une cliente dépose une plainte contre un chauffeur, ils sont sûrs d'avoir leur compte désactivé. Et sinon, il y a donc une note qu'ils doivent atteindre. Elle ne doit pas être inférieure à 4,5 étoiles, donc sur les 500 dernières courses. Sinon, leur compte est suspendu. Et ces suspensions de compte sont très fréquentes, comme le dit ici Hichem, par exemple, qui est pourtant un ancien, qui dit j'ai eu 5000 personnes satisfaites, et il vous déconnecte pour un client mécontent. Un jour, vous travaillez, le lendemain, Uber coupe votre compte. Donc, c'est souvent à cette occasion qu'ils prennent conscience de l'asymétrie de la relation avec la plateforme, dont ils n'avaient pas forcément conscience avant. Et ils ne voient pas, et aussi c'est aussi là qu'ils prennent conscience aussi de l'asymétrie de la relation avec la clientèle, avec laquelle finalement ils s'inscrivent dans un rapport qui ressemble davantage à un rapport de domesticité en réalité. Et donc, face à ça, ils vont, pour éviter justement de voir leur compte suspendu ou désactivé, parce que c'est leur principale source de revenus, ils vont d'abord essayer d'éviter tout ce qui est conflit serviciel. Donc, ils vont notamment aussi essayer de sélectionner la clientèle. Par exemple, ils vont éviter certains horaires, éviter pour certains, et je vais me dépêcher, éviter de travailler la nuit parce qu'on sait que c'est une période où en fait les gens sont imprévisibles. Ils vont essayer de sélectionner aussi la clientèle en fonction de sa note. Par exemple, parce que vous êtes noté aussi, en fait. Après, vous pouvez avoir deux, Uber ne vous déconnectera pas, vous. Et puis bon, vous n'en mourrez pas. Tandis que les chauffeurs, eux, vont l'utiliser comme indicateur. Soit pour sélectionner la clientèle, avec cette limite de suspension du compte, ou pour se préparer à une interaction éventuellement compliquée. Et puis, ils vont essayer de s'assurer de la satisfaction de la clientèle en accomplissant tout un travail supplémentaire qui prend la forme de ce qu'on appelle un travail émotionnel. C'est-à-dire faire en sorte de satisfaire la clientèle. C'est est-ce qu'il veut parler? Il ne veut pas parler. De quel sujet je parle? De quel sujet je ne parle pas? Tout un travail donc supplémentaire, un peu invisible, mais en fait qui représente une charge mentale en réalité avec cette pression de la suspension éventuelle du compte. Mais on le voit ici. Finalement, donc, ils se délivrent entre eux toute une série de conseils pour satisfaire la clientèle, sur les réseaux en particulier, qui sont en fait un peu les mêmes que les recommandations de la plateforme aux chauffeurs. Donc, encore une fois, tout comme pour le cas des majorations, c'est au moment où ils ont le sentiment de reprendre le contrôle face à la plateforme qu'en fait, ils la servent d'autant mieux. Et pour conclure, bravo. Et pour conclure, donc,
était tellement dense, je ne sais pas si tout le monde sera au clair, mais bon. Donc, pour conclure, donc on voit bien qu'on a des transformations du travail indépendant d'une part, du travail salarié d'autre part, qui tendent à rapprocher les deux conditions. On aurait pu imaginer, en version optimiste, que ça pouvait aller dans le sens d'une amélioration des deux conditions. En fait, on va dans le sens inverse, celui d'une hybridation, dans laquelle, en fait, on conserve surtout les inconvénients de chacun des statuts d'emploi. D'un côté, on a bien d'un côté, on a une croissance des emplois précaires et du chômage, de fait, et aussi une diffusion de cette rémunération variable qui entraîne une remontée de l'incertitude pour les salariés, et ce, au cœur même du salariat stable. De l'autre côté, on a des nouveaux travailleurs indépendants qui s'inscrivent de plus en plus dans des relations de dépendance à l'égard des donneurs d'ordre, qui se voient donc assujettis à ces donneurs d'ordre. Donc, le déploiement de cette autonomie pour l'organisation, elle concerne donc à la fois des salariés, à la fois des indépendants. En tout cas, c'est présenté comme tel, comme une forme de réponse à la critique du salariat, parce qu'elle est réelle, celle-ci aussi, et en même temps, elle se présente aussi comme une réponse à l'aspiration des salariés à bénéficier de davantage d'autonomie au travail. Mais en même temps, ça se traduit par une remontée de l'incertitude. Et entendu comme donc la capacité de se gouverner selon ses propres règles, cette autonomie, cette promesse d'autonomie au travail, elle apparaît ici plutôt comme un leurre, parce qu'il s'en voit en fait aussitôt dépossédé par l'entreprise qui en tire parti pour la mettre au service de sa propre performance. Donc l'expansion de cette zone grise, elle se présente moins comme une voie d'émancipation que comme un espace de précarisation et d'exploitation des plus vulnérables. Et ici, dans les cas présents, on l'a vu en particulier plutôt les femmes, plutôt les populations racisées. Voilà. On prend une respiration. Ouais, désolé pour les conditions techniques et de temps pour aujourd'hui. Voilà, on a cumulé un petit peu les petites difficultés. Merci Sophie, encore une fois. Et il nous reste quand même quelques minutes pour des échanges. Je ne sais pas si quelqu'un veut entamer ce wound. Oui, bien, si vas-y. Alors, désolé pour. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que l'Europe avait réussi à obtenir un statut de salarié par défaut, l'équivalent par défaut, mais que l'entrée en application ne se fait pas, et elle ne se fait pas parce que Uber, par réaction, en fait, fait pression sur les hommes politiques de la Commission européenne, et donc il reporte au lendemain, toujours et encore, la décision de pouvoir faire rentrer en application cette décision. C'est oui, c'est une directive, oui. Donc, je me demande comment nous, à notre niveau, on peut agir là-dessus, parce qu'en fait, c'est le retour du voleur de bicyclette. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais pour moi, c'est le retour du voleur de bicyclette. Quand on arrive à la précarité généralisée. Je réponds direct? Je vais y aller. Oui, alors en effet, cette directive, ça a pu être présenté à un moment donné comme une grande victoire, parce qu'en fait, au début, ça avait été porté avec une définition très extensive. En fait, ce à quoi on a assisté, c'est déjà donc, une action très forte d'Uber au niveau européen, et en particulier avec une opposition systématique de la France. Parce qu'en fait, il y a eu déjà, elle a eu du mal à être adoptée parce que à plusieurs reprises, elle avait été rejetée, et le dernier pays qui s'est systématiquement opposé, c'est la France. Et notamment, ce qui rend compte vous avez dû entendre parler des Uber Files, qui ont permis de mettre en évidence les liens très très étroits en fait entre Emmanuel Macron et Uber au moment de l'implantation et du déploiement de la plateforme. En fait, ça continue de jouer un rôle au niveau européen. Donc la directive, elle a été un peu vidée de sa substance progressivement. C'est-à-dire que les critères pour obtenir la requalification, enfin, c'était pas la requalification, ce qu'on était défini, c'est on est présumé salarié, voilà, initialement. Mais en fait, pour être reconnu comme ça, il y a toute une série de critères. Et cette liste auxquels on doit répondre, auxquels on doit satisfaire. Et en fait, cette liste de critères, elle a été de plus en plus cumulative. Ouais, en fait, au début, c'était vraiment ça permet, on pouvait vraiment s'en emparer. Et puis, en fait, c'est devenu très très restrictif. Donc, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et surtout, après, on laisse à chaque État
en fait, la capacité à se réapproprier cette directive. Donc, c'est au niveau de chaque État, en fait, qu'après, en fait, ça repart sur des négociations, voire des conflits et des luttes sur place. Après, en tout cas, donc de fait, ça a été un peu, ça a été beaucoup présenté à un moment donné comme une réussite, mais ça a quand même été un peu vidé de sa substance, en réalité. Et disons que malgré tout, si on veut avoir un volet un peu optimiste par rapport à cette situation, c'est que clairement Uber a un pouvoir énorme, il exerce un lobbying très important. Après, on a quand même eu des mobilisations de chauffeurs, de livreurs aussi, parce pour le coup, ils sont dans le même paquet de ce point de vue-là, qui en fait s'inscrivent dans la durée, alors qu'en fait, c'était des mouvements extrêmement compliqués. C'est des personnes qui initialement étaient plutôt réfractaires d'ailleurs au syndicalisme, qui n'avaient pas forcément d'expérience, en tout cas pas beaucoup. Enfin, donc ça a été, et puis en fait, en étant indépendant, en fait, arrêter son activité pour se mobiliser, c'est particulièrement compliqué. Donc, il y a quand même eu un mouvement qui s'est structuré rapidement. Il y a des organisations syndicales qui se sont progressivement imposées. Enfin, donc, de ce point de vue-là, quand même, il y a eu une action assez. Enfin, je trouve que on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit juste totalement écrasé par cet acteur extrêmement puissant. Par contre, voilà, le problème, c'est que ils n'ont pas encore gagné, quoi. Clairement pas. Donc, parce qu'il y a des relais politiques très forts. Exactement. Et là, Uberfice, c'était vraiment explicite. Hein, parce qu'on le savait un peu enfin, il y avait les chauffeurs pendant les enquêtes, on les avait pas encore eu, c'est les Uberfice, mais les chauffeurs nous en parlaient déjà. Mais voilà, ça peut être des rumeurs qui circulent, on ne sait pas trop. On savait qu'il y avait quand même un soutien de la part d'Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, mais pas à ce point-là. Il y a d'autres questions à distance? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, Madame Darchy. Merci beaucoup. Oui, je vais mettre ma caméra. Attendez. Est-ce que... Non, c'est bon, est-ce que vous me voyez? Ça marche, tout marche, incroyable. Formidable. Merci beaucoup pour votre intervention, Sophie Bernard. Donc, je situe mon propos. Je m'intéresse évidemment beaucoup à la recherche sur ces questions, en sociologie du travail. Hein. Je n'oublie pas que vous êtes professeur des universités à Dauphine et que vous venez donc rendre compte d'une évolution, de l'évolution actuelle voilà, du salariat. Je trouve que vous soulevez des points qui semblent absolument fondamentaux sur notamment les effets paradoxaux, ambivalents, imprévisibles de certains modes d'organisation et d'individualisation des parcours. Donc, il me semble que cette manière de penser les évolutions dans d'autres secteurs est tout à fait décisive, qu'il s'agit aussi d'un choix de société. Donc, en fait, moi, je voudrais peut-être aussi, enfin, voilà, enfin, vous poser la question par rapport à la norme hein, et à cet alignement par le bas des normes. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire voilà, à cet égard? Et je vais terminer peut-être par un commentaire plus ancré, je dirais, dans l'actualité, dans la sociologie un peu intuitive qu'on peut faire des chauffeurs de Uber. Moi, j'entends plusieurs choses hein, dans votre propos. C'est d'abord enfin, l'aggravation évidemment des inégalités entre salariés, le fait qu'on a une... Allô? Vas-y. Oui, oui. Le fait que nous avons aujourd'hui les catégories de population les plus en fragilité qui sont directement concernées par ces effets d'alignement par le bas, à savoir les femmes. On connaît par exemple le cas, pour avoir fait de la sociologie du travail hein, aussi,
On sait aujourd'hui que les populations de femmes et les populations d'origine ethnique diverses et variées sont plus at risk, comme diraient nos amis anglo-saxons. Et puis, alors peut-être ce que je voudrais oui, ajouter au chapitre des observations comme ça et de l'actualité, c'est qu'on reçoit de plus en plus, enfin les clients, les usagers de Uber reçoivent de plus en plus de sollicitations qui sont des sollicitations qui concernent d'autres activités que des activités de conduite. Donc en fait, ma question par rapport à ça aussi, c'est un modèle qui finalement, s'il ne se régule pas suffisamment, travaille malgré lui à sa propre destruction. C'est-à-dire que s'il y a une quantité d'offres qui est trop importante, eh bien évidemment, cela entraîne bon, des effets en termes d'alignement par le bas, au niveau des salaires, des primes, etc. Mais aussi une saturation de l'offre. Et des échanges avec des conducteurs de Uber tentent à le confirmer. Et je finis, pardon, je suis beaucoup trop longue, par poser la question du mouvement annoncé de grève par les chauffeurs de taxi. Voilà, qui justement sont sur un autre schéma d'organisation du travail et qui voilà, enfin, déclenchent des mouvements de grève aussi par rapport à toutes ces questions. C'est-à-dire qu'il y a une part du salariat qui est encore résistant sur ces modèles d'organisation. On croit. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, alignement par le bas des normes, en effet, on est dans cette logique-là. Et ça commence, en fait, finalement, quand on regarde un peu, même d'un point de vue historique, quand on regarde un peu tout ce qui est dites les formes particulières d'emploi, les emplois précaires, etc. Ça commence toujours, ça cible toujours certaines populations dans un premier temps, en fait, ça cible les populations les plus fragilisées. Donc à chaque fois, donc c'est plutôt les femmes, plutôt les jeunes et plutôt les populations racisées. Mais systématiquement, ce qu'on voit, c'est que ça commence par là et puis ensuite, en fait, ça se déploie et ça tend à se généraliser. Oui. Avec toujours évidemment des variations parce qu'on a des populations qui sont plus ou moins vulnérables. Mais concrètement, en effet, on peut pas, ce nivellement par le bas, cet alignement par le bas des normes, en fait, il commence toujours par les populations par les plus vulnérables pour ensuite se diffuser plus largement. Et donc, de fait, ce mouvement qui est en train de se produire côté ubérisation, eh bien, aujourd'hui concerne ces profils spécifiques, mais risque en effet de s'étendre plus largement. Et derrière, en fait, ce qu'il faut questionner, en fait, c'est le modèle qui est promu par ces entreprises. C'est que ce qui questionne dans tout ça, c'est que Uber, par exemple, aujourd'hui, n'est toujours pas rentable. Ils ont, pour la première fois l'année dernière, et uniquement sur l'activité livraison, dégagé des bénéfices. Sinon, ils sont déficitaires, toujours. Ils ne tiennent que grâce aux investissements massifs. Jamais une entreprise n'a bénéficié d'autant d'investissements. Ils ont bénéficié de 20 milliards de dollars, pour démarrer. Parce qu'en fait, c'est une activité qui, même si on a l'impression que finalement, c'est les chauffeurs qui prennent tous les risques et tous les risques économiques, en fait, Uber doit systématiquement mettre de l'argent en réalité à chaque fois qu'il s'implante. On peut en expliquer, mais donc en fait, c'est une entreprise déficitaire. Par contre, derrière, on peut plutôt analyser en effet cette entreprise idéologique de remise en cause, tu l'as dit un peu tout à l'heure quand tu présentais un peu, mais de remise en cause en fait des protections collectives, des droits collectifs en fait. Et ça se présente un peu comme une, et moi je le vois davantage comme une entreprise idéologique quasiment de déstructuration du monde du travail et de libéralisation de ce point de vue-là, mais pas uniquement justement sur un petit créneau restreint. Parce qu'on peut se dire, ça concerne encore peu de monde, en fait, les chauffeurs Uber, les livreurs. C'est un mouvement en forte croissance, mais en fait, c'est petit par rapport à d'autres secteurs. Mais derrière, symboliquement, en fait, ça joue un vrai rôle et soutenu par des politiques qui vont dans ce sens. Et du point de vue, donc il y a aussi
Donc voilà, c'est cette question de la rentabilité, et même on a des travaux d'économistes qui disent que ce modèle ne peut pas être fiable, en fait, jamais, en réalité. Ce que je trouve assez intéressant de ce point de vue-là. Et après, du point de vue du mouvement de chauffeurs de taxi, ce qui est intéressant, c'est que on a toujours présenté les chauffeurs Uber contre les chauffeurs de taxi. En réalité, en ayant suivi leur mobilisation aux chauffeurs Uber, initialement, il y avait bien cette opposition. Et puis en réalité, progressivement, il y a eu plutôt un rapprochement, et notamment parce que dans les revendications des chauffeurs Uber, eh bien, à un moment donné, ce qu'ils ont commencé à dire, c'est en fait, les taxis avaient tout compris. Un numerus clausus, il nous en faut un. Une régulation collective des tarifs, il nous en faut. Et parce que en fait, au début, c'était un peu l'âge d'or. Vous avez ces primes, donc des rémunérations très élevées, donc on est contre les taxis, on représente la modernité, etc. Et puis progressivement, en fait, au fur et à mesure qu'ils ont vu leur situation se dégrader, eh bien, en fait, le modèle des taxis, est apparu plutôt comme un modèle à rechercher. D'où d'ailleurs des passages de chauffeurs Uber vers le métier de taxi, même si ça devient compliqué. Ouais, après, il y a des systèmes d'équivalence qui leur permettent de passer. Sur le nombre d'années d'activité. Mais voilà. Sophie, je continuerai bien beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup. Et tu as des rendez-vous à honorer, je crois. Bah oui, malheureusement. Là, je me permets peut-être pour conclure cette conférence. Déjà, je présente les excuses pour les problèmes techniques et autres. Voilà, j'en suis désolé, je ne sais pas quoi dire de plus. Mais je suis quand même content en guise peut-être de rapprocher avec une autre conférence qu'on avait fait avec Thomas Coutreau. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Et Coralie Pérez. Que j'aime beaucoup. Ils ont écrit ensemble le livre. Voilà. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que lui, vous avez dit, quand tu parlais d'une vision idéologique de la société, de l'organisation du travail, enfin des liens de subordination, il nous a dit que le capitalisme n'est finalement pas tant un problème d'injustice de répartition des richesses que de domination. C'était ce qu'il nous a dit, comme ça je te passerai les détails, et finalement, je suis assez d'accord avec, je trouve ça, l'un n'empêche pas l'autre de toute façon, mais que effectivement le capitaliste, il tient surtout, je crois, à garder le pouvoir, quoi. C'est le point de départ de tout, quoi, pour eux. Garder le pouvoir pour dégager les bénéfices. Par ailleurs, pour gagner plus de thunes, pour opérer la répartition des richesses. Oui, tout à fait. Voilà. Mais on peut s'avancer, très vite pour la semaine prochaine, je crois. Non, on verra bien, mais ouais. Désolé pour le temps un peu court. Merci à tout le monde, merci surtout à Sophie. Merci beaucoup, c'est passionnant, c'était sincèrement passionnant. Et donc, Tu reviendras dans un an et on calibrera ça un peu plus long. Ça marche, avec plaisir. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci. Ciao. Hop. J'ai compris en tout cas. Ouais, c'est pas mal, comme pour c'est pas mal. Je vais aller en mode tellement